d'avoir sur ce soir. Merci encore. Ben, Voilà. merci beaucoup. Je commence alors? Oui, je vous laisse la parole. Allons-y, ben, vraiment merci. Je me souvenais pas que vous étiez à Lille, mais ouais. Donc c'est très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors ce que je vais vous présenter ce soir, c'est on va pas voir en 1 heure, tout ce qu'il faut pour faire votre thèse, mais vous verrez les ressources utiles pour faire votre thèse et vous allez voir qu'à chaque étape, en fait, il y a des choses intéressantes à voir. Et je vais vous présenter le site Objectif Thèse, qui est le site que je mets à disposition des étudiants en médecine. Et ce site est bien sûr gratuit, il n'y a aucune contrepartie d'aucune sorte, même pas d'inscription. Et à chaque étape, vous verrez, il y a des trucs sympas. Tantôt, il y a des supports de cours qui peuvent vous être utiles, et tantôt, il y a des outils qui sont directement utilisables. Et je vais passer en revue les choses les plus marquantes dans l'ordre. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions parce que je ne vais pas tout faire bien sûr en 1 heure, hein. Alors, je partage mon écran en premier lieu et le truc dont je vous parle aujourd'hui, c'est le site objectifthèse.org. Donc quand vous tapez ça, vous arrivez sur ce site. Et objectifthèse.org, c'est alors il y a 3 choses, mais il y a une chose qui vous intéresse, c'est la partie ressources. Et là, ce que j'ai essayé de faire, c'est un ensemble de ressources qui vous seront utiles et qui sont dans l'ordre de réalisation d'une thèse. Donc au début, il y a un truc débile où je me montre moi faisant du pédalo, et cetera. Et puis après, on va voir les choses. Il y a la partie recherche bibliographique, puis la partie recueil de données pour une étude quantitative. Si vous faites une étude qualitative, en fait, il n'y a qu'une petite partie de ce site qui vous sera utile. La partie analyse de données avec les statistiques où vous verrez que, en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses vous-même simplement avec un tableur et je vous donne des fichiers prêts à l'emploi. La partie rédaction, thèse ou article scientifique. D'ailleurs, j'ai des gens que j'encadre qui l'utilisent aussi bien pour leur thèse de médecine que pour leur thèse d'université. Heu, Ça fait gagner beaucoup de temps et puis la partie soutenance orale. Voilà. Alors je vais commencer en vous montrant 2-3 choses qui peuvent vous être utiles. On va pas tout faire bien sûr. C'est la partie ici généralité avec l'introduction aux enquêtes quantitatives et qualitatives. Alors je vous montre vite fait, heu, un message important et puis on va pas tout revoir. Mais en gros, vous avez des données, des thèses sur données bibliographiques, donc ça c'est tout ce qui est revue de la littérature et méta-analyse. Les méta-analyses, c'est des revues de la littérature, mais dans lesquelles en plus on va recalculer des nombres en utilisant les données des autres articles. Et puis, il y a un truc qui est très important en France, c'est de distinguer, les données qui sont préexistantes sur des patients. Parce que quand vous faites un sujet de thèse, par exemple, sur des où vous ouvrez des dossiers, mais vous ne rencontrez jamais les patients, et ben, c'est pas la recherche sur des personnes, c'est la recherche sur des données dans le cadre de la loi française. On appelle ça également les RNIPH, les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Alors, c'est vrai autant que ce soit sur des données, structurées, par exemple du PMSI et cetera, ou alors si vous lisez des dossiers papier. Ben, dans ces 2 cas, c'est important de le savoir parce que les formalités ne sont pas les mêmes. Il n'y a de besoin que de l'autorisation CNIL et en particulier, dans votre établissement, vous avez sûrement un correspondant informatique et liberté et cette autorisation, elle est donnée directement par cette personne et pas par la CNIL au niveau national. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. Et par contre, dès que vous êtes en face du patient, alors évidemment, si vous modifiez sa prise en charge, ça c'est une recherche interventionnelle, mais simplement même si vous faites passer un questionnaire au patient, ça devient une recherche sur des personnes et vous devez passer devant le comité de protection des personnes, donc c'est tout de suite beaucoup plus long. Il faut compter 9 mois de plus pour votre recherche et donc les recherches sur les personnes, en vrai, c'est pas très réaliste dans le cadre d'une thèse de médecine, surtout que maintenant vous devez avoir soutenu la thèse avant de passer en phase de consolidation. Je reviens juste sur un point qui est très important, c'est que le simple fait de soumettre des patients à un questionnaire, c'est une recherche sur des personnes et il y a un risque, certes faible, mais ce risque existe. Si par exemple vous prenez des patients, dépressifs et que vous leur demandez: «Est-ce que vous comptez vous suicider? Comment est-ce que vous ferez? Quand vous le ferez?» et cetera, vous risquez d'augmenter le nombre de suicides. Si vous allez voir des petits enfants de 5 ans en maternelle et que vous leur dites, «Tu as déjà pensé à changer de sexe? Tu es sûr que tu veux pas changer de sexe?» et cetera, bah, il est possible que ça induise chez eux un mal-être et que ça les pousse après vers une demande de soins.
Donc, le simple fait de faire passer un questionnaire, c'est déjà une recherche chez des personnes. Alors, particularité de la loi française, une fois de plus, c'est que si les personnes que vous interrogez sont des professionnels de santé, ben là, c'est pas des vraies personnes, vous voyez, c'est le statut un petit peu en dessous, hein, donc ils sont moins protégés et là, l'autorisation CNIL est suffisante. On parle, d'évaluation des pratiques professionnelles. Voilà, donc ça c'est un 1er point important, identifier le cadre et cette identification de cadre, il y a vraiment un truc à garder à l'esprit, c'est le délai et avant toute chose, il faut se fixer un sujet de thèse qui soit raisonnable en termes de délai, de faisabilité et il ne faut pas dépendre trop des autres. Donc si vous pouvez privilégier une recherche bibliographique ou sur les données ou sur les professionnels, bah, ce sera beaucoup plus facile qu'une recherche sur les personnes. Voilà, donc tout ça c'est détaillé ainsi que les formalités dans ce diaporama. Le deuxième point, c'est la recherche bibliographique qui est essentielle. Certes, si vous faites une recherche, une revue de la littérature, mais également si vous faites une recherche quelconque. Et ce qui est très important, c'est de faire la recherche bibliographique avant de commencer le travail. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, déjà, il faut savoir si le travail n'a pas déjà été fait à l'identique. Ça, c'est important. Deuxièmement, s'il a déjà été fait, il faut connaître les partis pris des autres auteurs. Ces partis pris, parfois, ils ont fait des erreurs, ils expliquent pourquoi c'est une erreur. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, il y a toutes les fois, ils ne font pas cette erreur. Et donc, dans leur protocole, en fait, on voit comment ils ont fait. C'est important de refaire la même chose que. Et la quatrième raison, c'est que admettons qu'on fasse tous de superbes études, il faut quand même que les résultats soient comparables et pour que les résultats soient comparables, il faut les mesurer de la même manière chez les mêmes patients et cetera. Donc la bibliographie est vachement importante. Mais alors là, souvent, on se retrouve dans une situation où on va sur pubmed.gov, heu, si on tape des trucs, par exemple, statin discontinuation, on va trouver des choses, mais en vrai, quand on fait comme ça fait n'importe quoi. Alors ça fait n'importe quoi parce que d'abord on n'a pas, mis les synonymes. En fait, je passe aux statines, mais il y a aussi la simvastatine, la pravastatine et cetera. Je l'ai pas mis au pluriel. Alors il se trouve que selon les années, PubMed met automatiquement des pluriels, parfois il le fait pas. Discontinuation, en fait, il y a aussi stop, deprescription et cetera. Il y a plein de façons différentes de le dire et là, j'ai 1830 résultats. C'est trop selon certains points de vue, c'est pas assez selon d'autres et en tout cas, ça va parler de tout sauf ce qui m'intéresse. Alors, il faut surtout pas faire comme ça. Alors, l'autre point aussi, c'est que PubMed maintenant modifie les requêtes, mais la façon dont ils les modifient évolue dans le temps parce qu'ils ont essayé de mettre des moteurs d'intelligence artificielle derrière. Ces moteurs sont plutôt mauvais et surtout mis à jour. Ce qui fait que si vous refaites la même requête une semaine après, même en spécifiant les dates des articles, il est tout à fait possible que les résultats de la requête soient différents. Donc, il ne faut surtout pas faire des recherches en texte libre. Ces recherches-là, elles sont destinées non pas aux chercheurs, mais aux cliniciens. Donc c'est pour ça qu'ils optimisent ces moteurs d'IA, c'est pour que le clinicien trouve dans la première page l'article qui l'intéresse sur une problématique particulière. Alors vous pouvez pas faire des requêtes comme des cliniciens, il faut faire des requêtes comme des chercheurs. Donc pour ça, je vous propose ici un fichier Excel pour construire une requête PubMed. Donc vous le téléchargez, vous l'ouvrez et ce fichier va vous aider à structurer votre requête et surtout va automatiquement construire une requête. Alors l'idée dans une requête, c'est que on a des concepts et par exemple, si je m'intéresse à l'arrêt des statines et bien, en fait, le premier concept, ce sont les statines et le deuxième concept, c'est l'arrêt. Donc le problème, c'est que je vais commencer à faire une recherche et au fur et à mesure, je vais me rendre compte que, les articles qui sortent, parfois, utilisent des mots différents des miens. Je me dis: «Zut, j'aurais dû mettre ce mot-là» et ça nous oblige à tout refaire. Donc il faut avoir un système qui vous crée une requête et que vous puissiez améliorer petit à petit la requête et heu, qu'il n'y ait pas de problème de syntaxe, de parenthèses, et cetera. Donc par exemple, je vais mettre statine ici. Discontinuation là, ce sont mes 2 concepts, statine discontinuation. Je peux fixer des dates, par exemple 2000 à 2020 inclus et donc je vais chercher le premier concept dans titre ou abstract et le deuxième concept dans titre ou abstract. Alors voici ce que ça m'a construit. Donc c'est une requête. Je vais tout de suite mettre les termes au pluriel. Alors j'ai le droit de mettre des mots qui n'existent pas, hein. Discontinuations, hop, avec un S, etc. Alors je peux, si je mets par erreur un mot qui n'existe pas, statine avec un E, ici, c'est pas grave du tout.
Alors ça me construit automatiquement cette requête et cette requête ici, il me suffit de la copier sur PubMed et puis ça va marcher tout seul. Tac, voilà. Donc ici 786 résultats. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ressemble cette requête pour que vous compreniez, l'intérêt que ça a. En fait, il y a un premier concept qui est la recherche d'une statine à travers différentes, formes et c'est relié par l'opérateur OU, c'est-à-dire qu'il faut que l'article contienne l'un ou l'autre de ces termes. Et ensuite, il y a un deuxième concept ici qui est la discontinuation, et cetera. Voilà. Donc, et puis j'ai un troisième critère qui est ici la date. Donc c'est quand même plus facile, vous avez vu, de saisir ces 6 mots que d'écrire en soi cette requête. Mais cette requête, par contre, elle va s'exécuter de façon garantie. C'est-à-dire que PubMed s'interdit de modifier une requête si elle est saisie avec la bonne syntaxe. Si maintenant je me dis, oh là là, il y en a trop, je veux mettre que en titre, je change ici title, hop, je refais un copier-coller directement dans la boîte de PubMed. Et là, vous voyez, 84 résultats. Voilà. Alors, il ne faut pas mettre des expressions complètes parce que vous voyez, une fois c'est statin discontinuation, une fois c'est discontinuation of statins. Donc, il ne faut surtout pas chercher des groupes nominaux complets comme ça. Il faut, enfin, des noms et compléments du nom, etc. Il faut plutôt identifier les concepts. Alors, peut-être maintenant qu'en lisant deux, trois articles, je vais me rendre compte qu'en fait, il y a discontinuation, mais il y a aussi stop, il y a aussi des prescriptions, etc. Des prescriptions avec un S également. Et donc, dans ce cas-là, je rajoute les mots dans ma requête. Et quand je fais tourner ma requête ici, paf, j'ai la nouvelle réponse. Voilà. Donc, la recherche bibliographique est itérative. Bon, je pense que j'ai pas mis le mot, il faudrait mettre des deep prescribing ou quelque chose comme ça. Donc, c'est itératif et l'idée d'un outil comme ça, c'est que quand on se rend compte qu'on a oublié un mot, c'est pas grave, on le fait tourner. Une fois qu'on a stabilisé la requête en lisant quelques articles, ça va bien. Alors, une autre façon de trouver les mots, c'est d'avoir un article qui vous convient bien et de le lire ici. Vous prenez un full texte et en particulier, vous allez donc vous lisez l'abstract et puis vous pouvez aussi voir les titres des articles qui sont cités et parfois ça va vous donner, si c'est vraiment dans la thématique principale, des idées de synonymes ou de mots qui font appel au même concept. Voilà. Voilà, là, par exemple, je vois deep prescribed, donc finalement, c'est pas un synonyme au sens linguistique du terme, mais bon, c'est bien un mot heu, qui amène la même chose et voyez le simple fait d'ajouter ce mot ici, j'étais à, heu, je sais plus combien de résultats, paf, voilà, j'étais à 98 résultats et puis là, je passe à 4. Bon, il y en a qu'un, mais parfois c'est parfois c'est plus utile que ça. Alors je continue maintenant. Une fois que vous aurez trouvé vos articles, vous aurez besoin d'un logiciel de gestion de bibliographie. Alors la raison la plus évidente, c'est pas tant pour collecter les articles, on pourrait faire autrement, mais c'est quand même vachement pratique, mais c'est surtout pour citer ces articles après dans Word. Parce que la citation d'articles, c'est quand même particulièrement casse-pied. Donc je prends ici un document vierge et je mets voici un premier article sur les tree maps et puis un autre avec R et RStudio, puis PHP par exemple. Et à la fin de mon document, j'ai les références. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Zotero, parce qu'en fait, c'est quand même particulièrement de casse-pied de citer des articles. La première chose que permet Zotero, c'est une fois que des articles ont été rentrés dans votre base de données, c'est de pouvoir les citer extrêmement facilement. Donc le temps que Zotero démarre, paf. C'est un logiciel où si vous l'installez, d'abord il est gratuit, il est open source, mais si vous l'installez, en fait, au bout d'une heure d'utilisation, vous commencez déjà à gagner du temps, ce qui est quand même très rare pour des logiciels comme ça, sur des sujets un peu complexes. La première heure, vous le prenez en main, c'est très facile. Je vous ai mis sur Objectif Test également des vidéos pour ça. Et puis dès la deuxième heure, vous travaillez et vous gagnez du temps. Je vous montre comment ça fonctionne. Je peux très bien ici sur application recherche, je vais chercher un article quelconque qui est celui qu'on avait trouvé là, par exemple. Pour l'incorporer dans Zotero, je clique simplement sur l'icône qui apparaît désormais sur mon navigateur. Clac.
il se met dans le dossier dans lequel j'étais. Voilà, il s'est mis là. Il m'a automatiquement récupéré le PDF, donc j'ai plus besoin d'aller chercher ça. Vous voyez qu'on a un aperçu. On peut très bien, rechercher, en full texte ici des choses et puis, si j'ai perdu cet article, je vais le retrouver ici. Tatine. Donc là, il y en a un peu trop, mais deprescribed. Pardon, j'écris n'importe comment, voilà. J'aurais peut-être dû tester mon exemple avant. Bon, excusez-moi. Alors, je reviens sur celui-ci. Donc, on peut lire le PDF ici, on peut l'annoter, on peut faire tout un tas de choses. Alors maintenant, je vais pouvoir le citer. Alors si je suis ici, d'abord ce qui est assez sympa depuis les dernières mises à jour, c'est que quand je demande à citer un article, donc il me demande un format, ça va, c'est pas nouveau. Donc je prends un Elsevier Vancouver. Hop. Et alors normalement, il me propose par défaut le dernier article inséré. Alors ça rame, excusez-moi. Bon, je vais en prendre un au pif comme ça. Je mets cet article ici. Alors à la fin du document, j'insère les références. Et donc, vous voyez que j'ai l'article qui est parfaitement mis en forme. Ça m'a pris vraiment très peu de temps. Si maintenant, j'insère de nouveaux articles ici, comme par exemple des articles sur les tree maps. Tac, entrée. Automatiquement, vous voyez que les numéros ont été modifiés. 1, 2, 1, 2 ici. Et puis si je mets d'autres articles à l'intérieur de cette même citation, la mise en forme également se fait ici 1,2. Et puis si j'en mets un troisième, vous voyez que le 1,2 va devenir 1-3. Bon, peu importe. Voilà, donc 1-3. Donc toute la difficulté de mise en forme des références se fait ici très facilement avec Zotero. Voilà, donc ça fait partie des outils qui vous font gagner énormément de temps pour la gestion de la bibliographie. J'en profite ici pour vous signaler quelque chose. Vous remarquez que sur ma version de Word, là, tous les champs apparaissent sur couleur grise. C'est très important parce que ça permet de savoir quels sont les champs qui sont statiques ou dynamiques et donc ça va m'éviter de modifier ça par erreur. Et donc ça, c'est une option qui se modifie dans les options de Microsoft Word ou ça marche pareil aussi pour Writer de LibreOffice, etc. Et donc, c'est des options qu'on peut modifier ici dans les options de Word. Donc, on a ici quelque part, options avancées, afficher les champs sur trame, toujours, voilà. Champ avec trame, toujours. Donc ça fait partie des trucs qui vous sont indiqués sur les vidéos que je mets à votre disposition. Et il y a également, ce qui est très important, c'est ce bouton-là qui permet d'afficher ou de masquer les caractères blancs et en particulier comprendre la différence entre, par exemple ici, un retour de chariot, majuscule entrée. Vous voyez qu'il s'affiche différemment du saut de paragraphe, qui s'affiche différemment du saut de page. Mais tout ça, en fait, quand on masque ces caractères, on ne voit plus rien et on comprend plus rien. Et c'est pour ça qu'on a parfois des difficultés à gérer son document. Voilà, donc ça, c'était la recherche bibliographique vite faite. Ensuite, très souvent, vous aurez à recueillir des données pour une étude quantitative. Alors, il peut s'agir d'un questionnaire que vous ferez passer à des individus, mais il peut également s'agir simplement d'un questionnaire que vous préparez, vous, sur une feuille de papier et qui vous servira pour remplir des informations en lisant des dossiers papier. Donc là aussi, il y a des méthodologies de construction des questionnaires. La première chose, parfois, c'est de déterminer le nombre de sujets nécessaires. Alors dans cette vidéo aussi, puisque ça c'est un truc à chaque fois on va vous coller dans les dents, «Est-ce que tu as calculé ton nombre de sujets nécessaires?» Et bien dans cette vidéo, en fait, je vous explique pourquoi dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de faire ce calcul et surtout je vous donnerai les arguments parce qu'il faudra convaincre votre directeur de thèse qu'en fait, non, c'est pas adapté. Alors le calcul du nombre de sujets nécessaires, c'est quand même très particulier, c'est sur la recherche clinique sur des personnes avec, un risque suffisant. Donc il faut à la fois avoir suffisamment de monde pour atteindre nos résultats, mais pas trop pour pas exposer inutilement
des gens à des dangers. Et ce calcul du nombre de sujets nécessaires est indispensable pour obtenir une autorisation du comité de protection des personnes. Mais dès que vous êtes sur des recherches sur les données, en fait, ça n'a aucun sens de calculer le nombre de sujets nécessaires. Et si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'en plus, c'est tellement facile de tricher dans ce calcul qu'au fond, ce calcul n'a pas beaucoup de sens. C'est plus un exercice de style que quelque chose de vraiment fiable scientifiquement. Peut-être que des fois également, vous devrez réaliser un tirage au sort. Et donc là, sur cette vidéo, vous verrez comment le faire avec un tableur. Alors, je vous montre très vite fait le principe. C'est décliné dans d'autres exemples. Donc, on va mettre des individus ici, Pierre, Laure, Martine, Christine, etc., etc. Donc, vous avez des individus. Dans la plupart des cas, en fait, on a une liste de personnes disponibles. Par exemple, tous les gens qui sont passés dans le service une certaine année. Et donc, une façon très simple de faire, c'est de calculer un nombre aléatoire. Donc, j'écris égal aléa et j'étends ce nombre. Et donc, ce sont des nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Alors, vous direz, ça ne fait pas un tirage au sort. Non, mais à partir de là, comme ces nombres sont aléatoires, il suffit désormais de trier le tableau par ce nombre croissant ou décroissant et de prendre les X premiers. Donc, si je voulais par exemple 3 personnes tirées au sort, bah, c'est Laure, Martine et Pierre. Voilà. Alors, il y a des situations de tirage au sort où on n'a pas encore tout le monde, etc. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo, mais le principe général, c'est celui-ci. Et donc, vous voyez qu'un tirage au sort, c'est quand même pas très compliqué à faire. Ici, je vous explique les risques liés aux données directement et indirectement nominatives et le cadre réglementaire qui en découle. Et c'est important parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est le jeu du qui est. C'est-à-dire que vous vous demandez, même si vous avez une base en fait avec simplement, vous n'avez pas le nom et le prénom, mais vous avez les dates de naissance ou le code postal ou même simplement le jour et l'heure de visite dans un service de consultation, eh bien ça permet de retrouver des gens. Donc, il y a un vrai risque à ça et les formalités qu'on a évoquées précédemment, en fait, elles ont pour la CNIL en tout cas, elles ont pour objectif de protéger les gens contre ce risque de réidentification. Faites très attention, ça se fait beaucoup, mais vous n'avez pas le droit d'envoyer, par email un fichier Excel avec des données sur des patients. Donc vous n'avez pas le droit s'il y a le nom et le prénom, mais même s'il y a des données indirectement nominatives, vous ne devrez pas le faire. Et donc il y a une solution très simple pour vous, hein. D'abord, c'est de savoir quelles sont les données indispensables, mais c'est aussi de crypter vos fichiers. Et ça, il y a tout un tas d'utilitaires qui le permettent. Des utilitaires gratuits, bien sûr. Alors, si vous concevez un formulaire que vous devez distribuer sous forme de questionnaire, eh bien là aussi, vous trouverez une vidéo qui vous explique quels sont les différents composants d'un formulaire. Donc, je vous montre un exemple ici, hein. Donc, ils sont décrits en fonction de ce qu'ils permettent de stocker. Et puis, si jamais c'est un questionnaire postal, ce qui se fait beaucoup en médecine générale, vous aurez ici des conseils sur comment augmenter le taux de réponse de ces questionnaires, puisque c'est des choses qui ont été étudiées scientifiquement. On sait par exemple que les questionnaires en couleur ont un taux de réponse qui est supérieur. Voilà, c'est pas une blague, c'est comme ça. On sait également qu'un questionnaire qui tient sur une seule feuille a un taux de réponse nettement supérieur au questionnaire sur plusieurs feuilles, etc., etc. Je vous explique également dans ça pourquoi, pour de la recherche, les questionnaires internet ne sont pas acceptables. Ils ne sont pas acceptables, outre les problèmes de confidentialité, et cetera, tout simplement parce que vous ne connaissez pas le taux de réponse. Et ce qui vous est expliqué dans cette partie de la vidéo, parce que c'est une vidéo bien sûr, c'est vraiment la définition du taux de réponse et en quoi c'est critique. Parce qu'en fait, sachez-le, les méthodes statistiques, en théorie, ne fonctionnent que lorsque l'échantillon est tiré au sort depuis la population. Donc si vous avez des sondés qui sont tirés au sort parmi la population, mais que par contre les répondants sont très peu nombreux parmi les sondés, eh bien cette condition de validité n'est pas atteinte. Et si par exemple vous interrogez des gens autour de vous dans une ville par courrier postal sur le ramassage des ordures, le tri des ordures ménagères par exemple, eh bien si vous n'avez que 5 ou 10% de répondants, vous pouvez être sûr que les répondants, ce ne sera que des militants écologistes ou des gens qui sont anti-écolos. Et tous les gens qui sont neutres, qui en fait sont la plupart de la population, eh bien vous n'aurez aucune réponse de leur part. Donc c'est vraiment un point critique d'avoir un taux de réponse suffisamment élevé. Et donc là, il y a des conseils également pour augmenter ce taux de réponse. Ensuite vient le moment de réaliser ce formulaire papier. Et donc là aussi, vous trouverez sur ce site, alors je vais peut-être
une version déjà téléchargée. Pardon, je vous montre juste la version. Hop, voilà, téléchargée. Vous aurez un modèle de formulaire papier. Alors, peut-être que vous trouverez que j'ai des mauvais goûts, hein, peu importe, mais dans ce modèle, en fait, vous avez des composants qui sont prêts à l'emploi, donc ça fait gagner beaucoup de temps sur la mise en page. La mise en page, au passage, elle est inspirée des formulaires de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc ça vous fera peut-être grincer vos dents, mais c'est vrai que c'était très bien présenté, donc je m'en suis inspiré directement. Voilà, donc quand vous voulez poser une nouvelle question, bah, vous dupliquez simplement la ligne ici et puis vous la modifiez, quoi. C'est aussi simple que ça. En tout cas, ça fera gagner du temps. Moi, la première fois que j'ai fait un questionnaire, je pense que, mis tout bout à bout, j'ai dû passer 10 heures quasiment à le faire et là, quand je fais des questionnaires pour le test que j'encadre, le temps de travail, c'est de l'ordre d'1 heure, hein, donc ça fait gagner beaucoup de temps et ça augmente la qualité de la présentation. Vous verrez ici comment saisir le questionnaire dans les fichiers de données et puis surtout comment gérer et nettoyer le fichier de données. Je vous montre un exemple simple. Les fonctions qui sont très utiles dans une perspective de nettoyage, il y en a 3, hein. La première, c'est le filtre automatique. Alors le filtre automatique, alors je vais le désactiver d'abord pour vous le remontrer. Tac. Donc vous sélectionnez simplement le tableau, comme ceci, et puis vous faites données filtrées. Alors dans LibreOffice Calc qui lui est gratuit, ça s'appelle autofiltre, mais c'est le même principe. Et l'intérêt de ce filtre, c'est que après vous voyez ici tout de suite les différentes catégories qu'il y a dans toute la colonne. Et ça permet de détecter des erreurs et puis ça permet également de sélectionner une partie seulement des individus pour vérifier des choses. Alors alors je ne sais pas si j'ai une colonne avec des erreurs. Non, là j'en ai pas. Bon, mettons sur l'âge, on va mettre vieux. Et puis ici, on va mettre jeune ou je sais pas quoi. C'est complètement débile, mais quand vous affichez ici le filtre, bah, comme c'est trié par ordre alphabétique en tenant compte du type, vous verrez des nombres. Tant que vous voyez que des nombres, c'est dans la suite. Et puis vous voyez tout de suite les valeurs anormales ici. Et donc, je désélectionne, je resélectionne que les valeurs ici anormales. Et donc, ce filtre est très pratique ici pour recoder. Et je vois ici des valeurs manquantes également. Donc ça, c'est la fonction qu'on utilise le plus. Et puis parfois, quand des modalités sont très nombreuses et qu'on ne peut pas les visualiser comme ça, là, c'est pas le cas ici, mais bon, je vais le faire sur Tab A2. On peut utiliser également le tableau croisé dynamique. Donc pour ça, je sélectionne mon tableau entier ou alors la colonne seulement qui m'intéresse et je peux faire insertion tableau croisé dynamique. Et là, je mets ma variable, je mets ici en valeur et vous voyez que j'ai les étiquettes des lignes ici avec leurs effectifs. Donc sur certaines, variables, ça peut être très intéressant de visualiser, surtout quand il y a énormément de modalités. Ces tableaux croisés dynamiques et ces filtres, c'est quand même très important, dans l'ensemble. Alors je vais essayer de vous montrer un autre truc, c'est le recodage. Donc là, on a des, heu, des dispositifs qui sont très nombreux et puis ce qu'on voudrait, c'est les recoder automatiquement. Alors je vais supprimer ça parce que ça, c'est déjà fait. Donc on parle de ces dispositifs, eh bien, ce qu'on peut très bien faire aussi avec le tableur, très rapidement, c'est mettre ici la liste des libellés différents et puis se faire une politique de recodage. Par exemple, ici, on est parti de plein d'aiguilles, bah, j'ai écrit ici aiguille, puis là j'ai mis à classer plus tard parce que j'ai pas eu le temps. Là j'ai mis ça c'est des agrafeuses, j'ai mis en chirurgie, etc. Et ce qu'on peut faire, donc ça je le fais une seule fois par modalité différente. Donc mon tableau était très long, mais je n'ai entre guillemets que 581 dispositif. Et donc je vais faire le travail que 581 fois, alors qu'ici, j'ai combien de lignes dans mon tableau? J'en ai 2000 et quelques. Alors souvent, on a un ratio qui est plus intéressant, hein. Mais dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ça, il y a ce qu'on appelle une jointure qui se fait avec la formule recherche V égale recherche V de ceci dans cela.
Voilà. Alors, je vais très vite, mais bien sûr, la vidéo vous explique ça en détail. Et là, ça me permet, hop, de recoder tout ça très vite. Alors, je vais le faire ici avec le deuxième. La deuxième catégorie, elle se trouve juste à droite dans le même tableau. Donc, je remets la formule ici, puis cette fois-ci, je demande la troisième colonne du tableau. Et alors, il n'a pas trouvé parce que c'est pas G3, c'est... Ah si, c'est G3. Ok. Alors, tableau C. Tac. Et voilà. Alors, l'intérêt de ces approches également, c'est qu'on peut corriger alors qu'on a déjà écrit les données. Donc, si par exemple, je décide de classer le masque chirurgical que je n'avais pas fait, je vais le chercher ici. Masque chir. Tac. Donc, il ne le trouve pas. Super. Masque chirurgical. Bon, bah, il n'a pas. Alors, je vais l'écrire. Masque chirurgical. Masque chir et puis autre. Hop. Et à partir de maintenant, en fait, vous voyez que le masque chirurgical ici, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Hop, pardon. Ah non, non, voilà. Là, en fait, il se recode automatiquement dans le tableau. Il se recode une fois, mais si jamais cette occurrence apparaît 1000 fois dans le tableau, en fait, les 2000 ici cellules sont automatiquement modifiées sans que j'ai besoin d'y revenir. Donc, cette façon de procéder avec un tableau de correspondance et puis une jointure, c'est non seulement un gain de temps, mais ça augmente également la traçabilité parce que vous gardez les modalités ici qui sont issues du tableau, qui sont peu analysables, et vous avez les modalités modifiées. Et puis, si jamais vous décidez si on vous dit, mais tiens, ça, à quoi ça correspond? Vous pouvez revenir à la valeur de base puisque vous ne l'avez pas perdu. Et puis surtout, si vous changez de stratégie de regroupement, c'est très facile ici de le mettre à jour sans perdre le travail qui a été fait auparavant. Alors, la partie qui perturbe le plus souvent, c'est la partie de l'analyse des données. Et les gens se disent, les statistiques, c'est compliqué. Alors c'est vrai que toute la théorie qu'il y a derrière les statistiques, c'est assez compliqué. Mais en fait, quand on a fait beaucoup d'analyses en santé, on se rend compte que ce qu'on met en œuvre, c'est un peu toujours la même chose. Et surtout, dans la plupart des thèses, il faut se dire que les analyses univariées et bivariées sont largement suffisantes. Alors les analyses univariées, en fait, on pourrait calculer plein de trucs, mais en vrai, il faut surtout identifier les types de variables. Et ce qui doit être calculé aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est donné par des normes, Consort pour les essais randomisés contrôlés, Strobe pour les études observationnelles et Prisma pour les revues de la littérature. Et donc, vous pouvez les lire si vous voulez, mais je vous fais un résumé de ce qui va vous intéresser ici. Il ne faut pas calculer des choses qui ne sont pas habituelles dans ces normes. Et vous allez voir, c'est très simple. On part des analyses des variables, il faut simplement connaître leur type et ensuite, en fonction du type de la variable, eh ben, on va simplement calculer différents indicateurs. Donc tout ça, c'est vu dans la vidéo, mais je vous montre en gros. Vous avez des variables qui sont quantitatives. Qu'elles soient continues ou discrètes, ça ne change rien. On les traite comme des quantitatives. Vous avez des variables qualitatives ou binaires, eh bien, on va les traiter comme des qualitatives. Et puis après, vous avez le cas particulier des analyses de survie. Donc, je vous montre simplement comment on fait. Eh bien, en fait, pour les variables quantitatives, on écrit carrément ce paragraphe dans la section matériel et méthode. On dit les variables quantitatives sont représentées en moyenne et écart type si l'histogramme révèle une distribution symétrique et médiane, premier, troisième quartile, dans le cas contraire. Donc, vous voyez que là-dedans, il n'y a pas le minimum, il n'y a pas le maximum, il n'y a pas le mode, etc. Et donc, dans la partie résultat, on écrit les choses de façon extrêmement succincte. Par exemple, on va dire le poids moyen est de 73,5 kg, DS égale 12,4. Donc ça, c'est la moyenne du poids. Et ça, c'est l'écart type. Et vous voyez que là, il n'y a pas de médiane, il n'y a pas de premier, troisième quartier, etc. Donc on a fait ça parce que le poids a un histogramme d'allure symétrique dans l'échantillon. Et si on s'intéresse à l'hémoglobine glyquée, qui elle est très asymétrique, on écrira simplement dans les résultats
L'HbA1c médiane est de 5,5%, Q1, Q3, 5,8. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et quand vous lisez des articles, vous vous rendez compte que les résultats sont exprimés de façon très succincte. On ne fait pas du tout un tableau par variable avec tout un tas de paramètres. Donc quantitatif, c'est comme ça. Pour les variables qualitatives, c'est encore plus simple parce que c'est quelque chose que vous saviez faire déjà dès le collège. Vous mettez simplement à chaque fois l'effectif et le pourcentage de chaque modalité. Donc, par exemple, pour une variable qualitative ordonnée, je vais mettre parmi les patients ici, 13 ont une atteinte de grade 1, 15 une atteinte de grade 2, 30%, et 22, 40% ont une atteinte de grade 3. Voilà. Donc, simple contrainte, si c'est ordonné, bah, je m'astreins à les mettre dans un ordre croissant ou décroissant dans le texte. On ne va pas mélanger. Quand c'est une variable binaire, comme par exemple décédé oui, non, vous n'écrivez que la modalité qui est entre guillemets importante. Donc, par exemple, 2 patients, 4% sont décédés. Quand c'est le sexe, alors autrefois on mettait que les hommes, puis certains mettent que les femmes. Le mieux, c'est mettre plutôt que la modalité la plus fréquente, comme ça vous êtes irréprochable. L'échantillon comporte 36 femmes, entre parenthèses 72%. Et parfois, en fait, vous avez aussi une qualitative multivaluée, c'est-à-dire que les personnes peuvent avoir plusieurs caractères en même temps. Et bien dans ce cas-là, on présente comme pour les autres variables, sauf que on fait comprendre aux gens qu'en fait, ils peuvent en avoir plusieurs. Par exemple, parmi les antécédents, on trouve 5 cas de diabète, 3 cas d'infarctus, etc. Étant entendu qu'un patient peut présenter plusieurs antécédents. Voilà, donc l'effectif brut et le pourcentage. Alors ce qui est, vous remarquez que moi j'ai mis le pourcentage entre parenthèses et l'effectif dans la phrase. Eh bien ça, c'est pour une raison d'objectivité. C'est que l'effectif brut, c'est un fait dans votre échantillon, personne ne peut le contester. Et le pourcentage a une dimension déjà interprétative. C'est-à-dire que j'ai mis ces 22, je les ai rapportés ici à 50 individus, mais parfois, eh ben, on pourrait avoir le choix de les rapporter aux individus qui ont telle caractéristique, etc. Et donc le pourcentage est déjà en soi une forme d'interprétation. L'autre élément, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas d'intervalle de confiance de ces proportions. Et bien tout simplement parce que ces deux nombres suffisent pour calculer l'intervalle de confiance. Donc j'en ai 22 ici qui ont cette atteinte de grade 3. Je déduis comme il y en a 44% qu'en fait il y en a 50 et donc il y en a 28 qui n'ont pas ce caractère et avec donc 44% et 56%, je peux calculer l'intervalle de confiance déjà de la proportion. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire vous-même. D'ailleurs, il est très rare qu'on mette des intervalles de confiance de moyenne ou de proportion dans les articles. De la même manière, d'ailleurs, dans ce cas ici de variable quantitative, la moyenne et l'écart type et l'effectif me permettent de calculer l'intervalle de confiance. Donc, je n'ai pas besoin qu'on l'écrive. Voilà, alors je passe sur tout ça. Et enfin, on arrive aux analyses bivariées. Donc, les analyses bivariées, on peut les faire aussi avec un tableur. Alors, les analyses univariées, bah, c'est très simple. Je vous avais parlé de moyenne, d'écart type et tout. Vous avez des données. Bon, bah, je prends l'âge, par exemple, ici. Je peux calculer la moyenne avec la formule égale moyenne. Voilà. Je peux calculer l'écart type avec la formule égale écart type. Mais je peux calculer aussi le premier quartile avec la formule quartile inclure, la médiane avec la même formule et le troisième quartile avec la même formule également. Quartile inclure. Bon. Donc ça, c'est très simple. Et avec ce même tableur, on va pouvoir maintenant très facilement réaliser des analyses bivariées. Et ces analyses, vous allez pouvoir les faire sans recopier aucune formule. En fait, on a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous vous intéressez à 2 variables qualitatives. Par exemple, est-ce que le fait d'être fumeur augmente ou diminue le risque d'avoir un cancer du poumon? Vous avez la variable fumeur oui, non, la variable cancer du poumon oui, non. Mais vous pourriez également avoir ça avec tiens, s'il n'est pas à jour ce fichier. Je vais prendre le fichier à jour, pardon. Avec d'autres variables, bien sûr. Alors je vais ouvrir ici. Voilà, c'est celui-ci. Donc, pour utiliser ce fichier, c'est très simple. Vous copiez ici vos effectifs par modalité. Donc, par exemple, je vais mettre fumeur ici, fumeur et non fumeur.
Voilà. Et puis, on va mettre des couleurs des cheveux, brun. Puis je vais faire 3 modalités ici. Blond, gris. Et ensuite, vous copiez vos effectifs que vous pouvez obtenir avec un tableau croisé dynamique. Je vais les faire varier ici pour montrer simplement ce que ça fait. Tac. Et quand je fais ça, en fait, ça me propose d'une part 2 graphiques qui se mettent automatiquement à jour. Alors ça, c'est la couleur le statut fumeur, non fumeur en fonction de la couleur des cheveux. Et puis ça, c'est l'inverse. C'est la couleur des cheveux en fonction du statut fumeur, non fumeur. Donc c'est vous qui choisissez le graphique qui vous intéresse. Et tout le reste est fait automatiquement. Donc vous avez uniquement spécifié cette plage-là. Vous voyez que d'ailleurs les étiquettes se sont mises à jour. Et ça vous calcule automatiquement des effectifs théoriques. Et ça vous donne directement le résultat d'un test du Ki2. P égale machin. Conclusion, les proportions sont significativement différentes. Si maintenant je modifie mes effectifs de telle manière à ce qu'il y ait, donc par exemple, beaucoup moins de brun, ça va me faire apparaître ici en rouge parce que les effectifs théoriques sont inférieurs à 5. Et donc ici, on a un test qui n'est pas validé, ça apparaît en rouge. Alors, si maintenant je le rends valide, mais que je fais un truc aussi où il n'y a pas d'association statistique, donc par exemple ici 20, 60, et puis ici 15 et 45. Voilà, là clairement, il n'y a pas d'association statistique. On me dit petit p est égal à 1, donc 100%. On n'observe pas d'association statistiquement significative. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que vos effectifs évoluent, ça se met à jour. Donc, vous voyez, pas besoin de logiciel de statistique pour faire ça. Ça marche très bien dans le cas qualitatif. Deuxième cas de figure, vous avez une variable qualitative et une variable quantitative. Donc, par exemple, vous souhaitez comparer le poids d'hommes et le poids de femmes. Donc, on va mettre les poids des hommes ici. Donc, simplement, il faut restructurer votre tableau, mais vous copiez les poids 56, 89, 92, 103, 65, 82, etc. Et puis ici, vous allez mettre les poids des femmes de votre échantillon, par exemple 55, 49, 62, 78, 103, et puis vous mettez les noms que vous voulez. Et donc là, par exemple, ça vous fait automatiquement le boxplot. Hop, je vais dupliquer ces valeurs tant qu'on y est. Et puis ça vous calcule pour chaque groupe l'effectif, la moyenne, l'écart type. Et ça vous fait le test. Donc dans ce cas-là, c'est parce que l'effectif est très faible, hein, ça vous dit que la p-valeur est égale à 31%, on n'observe pas de différence statistiquement significative. Alors je vais simplement maintenant ajouter les mêmes valeurs, mais plus nombreuses. Donc ça va diminuer ici la variabilité. Puis au fur et à mesure que je copie de nouvelles valeurs, vous allez voir que alors, je vais rajouter des valeurs ici pour les hommes. Voilà. Donc là, on a un test qui est significatif maintenant à 3%. Vous voyez, conclusion, les moyennes sont statistiquement significativement différentes. Voilà. Donc c'est juste des nombres à copier, puis ça vous fait tout seul. Le troisième cas de figure, c'est quand vous avez deux variables quantitatives ensemble qui sont appareillées. Donc pour chaque individu, vous pouvez avoir par exemple le poids et la taille. Alors je sais que c'était comme valeur, peu importe. Et quand vous mettez ces valeurs, je vais les modifier pour que vous voyez ce que ça fait. Je ne sais plus ce que c'était, mais bon, peu importe. Au fur et à mesure que je modifie mes valeurs, le graphique ici se retrace et vous avez donc un graphique que vous allez pouvoir réutiliser vous-même dans votre test directement avec les points et une droite de régression. Et vous avez ici des informations comme le coefficient de corrélation de personnes et directement ici la p-valeur du test de nullité du coefficient de corrélation de personnes. Donc ça vous dit, est-ce que ces variables sont en relation linéaire ou pas? Donc dans ce cas-là, ça vous traduit la corrélation est significativement différente de 0, elle est forte et elle est positive. Donc toutes ces phrases-là en fait, sont calculées en fonction des résultats. Et puis je pourrais avoir une corrélation ici qui serait très différente. 12, alors, pardon, hop. Voilà.
en fait, la phrase se met à jour automatiquement. On n'observe pas de corrélation significativement différente de 0, etc. Vous avez même ici l'équation de la droite qui s'écrit directement sous la forme y égale à x plus b. Vous avez deux coefficients. Et ça, ce sont les points que j'ai mis sur la droite qui vont permettre de recalculer. Par exemple, on peut faire des points qui vont entre 0 et 50 si on veut. Ce serait débile, mais... Hop. Donc ça recalcule automatiquement les valeurs qui correspondent. Ici, j'ai fait minimum, maximum. Donc vous pouvez avec ça prédire ici la valeur y de quelqu'un qui aurait une valeur 50 en x, et ça vous donne directement cette valeur. Donc voilà, si vous allez jusqu'aux analyses bivariées, en fait, grâce à ces outils-là, vous n'avez pas besoin de l'aide d'un statisticien. Alors vous aurez par contre besoin de l'aide d'un statisticien si vous faites des analyses multivariées, à moins que vous-même soyez inscrit en Master 2 et qu'on vous ait montré tout ça. Alors si vous êtes inscrit en Master 2, au-delà des ressources, vous aurez ici des ressources avancées qui sont plus complexes et qui touchent notamment à la régression linéaire multiple, aux analyses de survie, aux modèles de Cox, etc. Donc n'hésitez pas également, en suivant ça, en fait, vous arrivez sur une chaîne YouTube et en fait, il y a plusieurs vidéos que j'ai faites et que je n'ai pas encore référencées. Et donc, paf, ça c'est moi. Oui, je regarde des vidéos de détartrage, maintenant vous le savez. Et donc, sur toutes ces vidéos, en fait, hop, vous allez en voir. Ouais, ça c'est bon. Il y a tout un tas de vidéos qui ont pris des vidéos plus récentes qui donnent d'autres explications. Voilà. Paf. Voilà. Et pour terminer, eh bien, vous avez une longue partie ici qui s'intéresse à la rédaction de la thèse ou d'un article scientifique. Il y a tout ce qui est l'organisation du plan, parce que on vous dit qu'il faut faire une introduction. Oui, mais en fait, on vous a pas dit, on vous a pas expliqué vraiment comment on faisait une introduction. Et vous verrez que là, notamment, moi, j'ai fini par apprendre un truc, c'est que quand je me fais jeter sur un article, c'est pas parce que l'article n'est pas bon au niveau technique ou pas assez intelligent, c'est parce que à l'introduction, je n'ai pas réussi à convaincre les reviewers que c'était un sujet intéressant. Donc, j'essaie maintenant de répondre dans l'ordre à 4 questions et ça marche vraiment pour structurer toutes les introductions. C'est premièrement, les gens me disent: «Ça ne sert à rien», donc je dois convaincre que le travail sert à quelque chose. Deuxièmement, ils me disent: «OK, ça sert à quelque chose, donc ça a forcément déjà été fait». Donc là, je dois convaincre que ça n'a pas été fait. Ça, c'est pas facile. Pour ça, il faut citer plein de choses. Troisièmement, on me dit: «OK, ça sert à quelque chose, ça n'a jamais été fait, donc c'est que ça n'est pas faisable». Donc maintenant, je dois prouver que c'est faisable. Et quatrièmement, à la fin, c'est OK, donc ça sert à quelque chose, ça n'a pas été fait, c'est faisable. Mais bon, c'est pas vous qui allez le faire, quoi. Vous êtes trop nuls, hein. Et ça, c'est plus facile en fait, parce qu'une fois qu'on a répondu aux 3 premières questions, on est crédible pour dire qu'on est capable de faire ça. Donc ces trucs-là, cette façon de tourner l'introduction, je vous la présente dans la vidéo ici sur la partie rédaction scientifique et organisation de l'écrit. Je prends le parallèle des recettes de cuisine d'ailleurs, hein, pour bien distinguer la différence entre matériel, méthode, résultat et discussion. Et puis, je vais terminer sur ce document ici que je mets à votre disposition. Donc, vous pouvez le télécharger et l'ouvrir. Et en fait, c'est un modèle de thèse qui est tout prêt. Il n'y a plus qu'à modifier pour vous la première page et bien sûr le compléter. Alors, dans ce modèle de thèse, il y a donc une première de couverture. Ça, c'est ce qu'on nous demande de mettre à ligne. Des exemples de remerciements avec la façon de les structurer, la partie universitaire, la partie hospitalière, les distinctions diverses, le commentaire, machin, etc. Et ici, un tableau pour les sigles. Un sommaire automatique. Vous voyez qu'il s'affiche en gris d'ailleurs, je vous avais montré ça tout à l'heure. Ce sommaire va se mettre automatiquement à jour. Vous n'aurez pas besoin vous-même de numéroter vos titres et d'indiquer le numéro de page. Après, vous avez un mode d'emploi ici du fichier qui est précisé. Donc ça, je passe. Et puis, vous avez ici la partie introduction avec des exemples de structuration de l'introduction qui sont assez classiques sur les thèses cliniques. Anatomie, physiologie, principale pathologie, telle pathologie en particulier, physiopathologie, facteur de risque, traitement, évolution, épidémiologie, objectif, machin. Après, vous avez, là, il y a deux versions de ce document. Un document pour les gens qui font leur thèse en français
Et puis un autre pour ceux qui font la thèse au format article. Donc là, j'ai mis la thèse ici au format article. Et puis, quand on va à la fin, outre le plan hein, qui est déjà prêt, qui permet quand même de bien structurer ces discussions, etc., vous allez avoir la liste des tables qui se mettent automatiquement à jour. Vous voyez que c'est sur fond gris. Donc, si j'ajoute une table, tout ça, ça se change. La liste des figures qui se mettent automatiquement à jour. Les références bibliographiques qui se mettent automatiquement à jour avec Zotero. Et puis, un exemple à la fin de 4e de couverture. Voilà, je vais revenir sur une figure et puis je m'arrêterai là. Pour que ça marche, il faut avoir il y a des façons quand même de présenter les figures et donc je vais en faire une devant vous. J'avais pris tout à l'heure l'exemple du fichier Excel avec un graphique. Alors je vais remettre mon graphique. Tac. Et je reviens sur ce point qui est très important, puis après je m'arrête. Vous pouvez copier votre graphique, donc clic droit, copier, ou alors, je trouve jamais rien, moi je fais CTRL-C. Un point très important, dans votre thèse, si vous voulez ajouter cette image-là, alors d'abord je me réaffiche les caractères spéciaux, sinon je fais des bêtises, et c'est de coller l'image en tant que métafichier amélioré et surtout pas de coller directement. Parce que si vous collez directement, en fait, vous collez un objet tableur qui contient les données et qui contient le graphique. Et l'inconvénient, c'est que si vous redimensionnez ce truc, il va recalculer le graphique et il se peut que le graphique soit très fortement perturbé. Alors que comme j'ai copié en métafichier amélioré, je peux redimensionner autant que je veux. Je ne dis pas que c'est beau, mais je dis que l'image n'est pas modifiée. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a une checklist à appliquer à ça. Premièrement, il faut insérer une légende. Et donc ça se fait automatiquement, insérer une légende. Ici, je vais faire un plot avec 2 variables quantitatives. Tac. Bon, il y a d'autres choses qui sont indiquées sur Objective Thèse, mais il y a un point aussi très important, c'est que, vous voyez, moi j'ai mis comme ça, la figure est, comme on dit, alignée sur le texte. C'est-à-dire qu'elle est traitée comme un énorme caractère, en fait. Elle n'est pas entourée par le texte. Il faut surtout pas faire cette possibilité, qui est parfois votre collage par défaut, de faire ici un encadré par le texte. Parce que vous voyez que la légende se met à droite, ça devient ingérable. Ça peut être utile pour des articles très compacts, mais il ne faut jamais le faire pour des thèses. Donc pour les thèses, il faut veiller également à aligner comme ça sur les caractères. Et le dernier point, c'est que vous voyez que là j'ai mis figure 1, j'avais déjà une figure 1. Comme j'ai fait des légendes dynamiques, quand je mets à jour tous les champs, ce qui est fait d'ailleurs au moment où le document est imprimé, eh bien, la citation que j'ai faite avant devient figure 2. Et celle-ci, c'est la figure 1. Eh bien, ma figure 1 aussi, il faudra penser à la citer. Et donc là aussi, il y a un système qui s'appelle des renvois automatiques. Je fais renvoi et je vais chercher ma figure. Hop, la figure 2. Non, figure 1, pardon. Et je peux choisir texte, donc le texte entier, texte et numéro, c'est comme ça en confort général, mais je pourrais mettre aussi le numéro de page, etc. Et donc, vous voyez, je cite ma figure 1. Alors, quand je reviens maintenant à la fin du document où j'ai ma liste automatique des figures, vous voyez que ma figure 1, c'est devenu le plot avec 2 variables quantitatives et l'autre figure est devenue la figure 2. Donc tout ça, ça se met à jour automatiquement, les numéros de page aussi. Et voilà, dans ce document, il y a tout ce qu'il faut pour travailler et automatiser certaines tâches. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense avoir bien fait la promotion de mon site. Je vous rassure sur le fait que je n'en tire absolument aucun revenu. Même les vidéos ne sont pas monétisées. Donc, j'espère que ça peut vous être utile. Et puis, pour votre information, je suis en train de faire un livre qui sera gratuit également, qui synthétise tout ça. Donc, pour l'instant, j'en suis à 320 pages parce que j'ai beaucoup plus détaillé la partie statistique. Et puis, mais vous pourrez le trouver sur mon site. Donc, il sera en téléchargement gratuit. Voilà. Eh bien, j'ai fini. Si Eh vous avez ben, des questions, je suis à votre disposition. écoute, un grand merci pour cette belle présentation. Je pense qu'il y a bon nombre d'internes et même plus vieux qui gagneront du temps sur leurs travaux de recherche. Ça, c'est clair, clair et net. Et je regarde sur la conversation si on a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous en avez. Vous pouvez la poser dès maintenant. Sinon, dans tous les cas, elles pourront être posées et remontées au besoin sur la vidéo sur la chaîne YouTube. Mais vraiment, un grand merci. C'est vrai que
ce site est une mine d'or. Ah, il y a surtout un remerciement là dans le chat. Eh ben, très Merci, bien. merci beaucoup C'était pour un cette présentation. plaisir. Les applaudissements de Charlotte, c'est gentil. Ah, franchement, Bon, c'était et vraiment super. eh ben, merci beaucoup. J'espère que c'était pas trop indigeste, hein, mais bon, l'idée c'était de faire le tour d'horizon pour qu'ensuite vous puissiez, à tête reposée, voir ce qui vous intéresse. Bah oui, complètement. Merci beaucoup. Et puis bon, si jamais j'ai des questions brûlantes auxquelles on n'a pas la réponse, je me permettrai de vous la transmettre peut-être par mail Oui, bien sûr. éventuellement. Et puis bon courage pour votre soirée de réunion. Merci, ça va être sympa. Merci Merci encore. pour tout. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Alors, le site, c'est objectivesthèse.org. Tac. Voilà. Bah, sinon, si vous cherchez Emmanuel Chazard, vous allez trouver aussi. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.